Chers amis, chers collègues, bonsoir et bienvenue à cette troisième séance de ce cycle de cours-conférences consacré à la production d'ignorance. Et donc, la semaine passée, nous avons eu une première séance où les aspects, disons, plus théoriques de la production d'ignorance avaient été présentés. Puis on a eu un premier cas pratique avec les Jeux olympiques. Et donc, aujourd'hui, on va entamer un deuxième cas pratique avec le survol de Bruxelles, où je suis Frédéric Dobrusquès, organisateur de ce cycle de cours-conférences et chercheur enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Et comme vous le savez sans doute, demain, nous aurons un dernier cas pratique avec le métro 3, qui est sans doute un bon concurrent du sujet d'aujourd'hui en termes de polémique. Alors, la photo de couverture... j'ai un peu cherché dans mes photos de vacances. Et donc c'est une photo que j'ai prise dans un vol Bruxelles-Madrid. Donc, ce n'est pas un montage, c'est vraiment un avion qui est sur la route du Canal, dont on va reparler dans la séance d'aujourd'hui, et qui est en train de passer pas très loin de la gare du Nord, que vous reconnaissez sans doute dans la zone ici. Alors, en termes... d'introduction, je vais dire quelques mots rapides sur les conflits environnementaux, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit avec le survol de Bruxelles. Il y a aussi une dimension de sécurité publique, mais je n'en parlerai pas beaucoup en tout cas. Et donc, conflits environnementaux et production d'ignorance. Alors, vous savez que si vous faites de la politique et que vous devez gérer une nuisance environnementale, que ce soit des déchets nucléaires, de la pollution atmosphérique, le bruit des avions, le bruit des trains, etc. Mais toute mesure que vous allez prendre va être un arbitrage. Un arbitrage entre différents intérêts, les intérêts des personnes qui subissent la nuisance ou les nuisances versus les activités économiques qui génèrent la nuisance, par exemple, et puis aussi un arbitrage entre différents quartiers, différents espaces, chacun voulant évidemment ne pas être exposé à la nuisance. Et donc, dans ce cadre, il y a des groupes d'intérêts qui vont produire des discours. Dans ces groupes d'intérêts, vous avez évidemment les activités économiques ou autres activités qui produisent la nuisance, qui vont tenter d'en minimiser la portée, qui vont tenter de dire que le problème n'est peut-être pas aussi grave qu'on l'imagine. Et puis, il y a différents comités d'habitants qui vont se défendre et qui, eux aussi, vont produire des discours, alors soit pour se tenter de simplement se débarrasser de la nuisance et de la localiser ailleurs. Dans ce cas-là, les comités d'habitants sont en concurrence les uns avec les autres pour se débarrasser du problème et l'envoyer chez les autres, ou pour contester plus fondamentalement la nuisance. Et dans ce cas-là, ils sont en lutte contre l'industrie ou le secteur économique qui produit la nuisance. Alors, dans ce cadre-là, la production d'arguments pour ne pas être exposé à la nuisance ou pour défendre l'activité économique qui génère la nuisance va potentiellement s'accompagner de mécanismes de production d'ignorance tels qu'ils ont été discutés la semaine passée par mon collègue Mathias Girel, dont je vous rappelle l'excellent petit livre bleu ici. Alors, je vous rappelle, vous pouvez prendre le premier rang, il n'y a pas de problème. Donc, je vous rappelle vraiment en 10 secondes ce que Mathias Girel avait dit. Il y a d'une part une production d'ignorance qui est active. Donc, c'est vraiment une stratégie délibérée de tordre la réalité en manipulant les faits, en omettant des faits, en empêchant l'accès à l'information qui est stratégique pour bien comprendre le dossier. Et puis, il y a aussi des mécanismes de production involontaire d'ignorance, simplement la méconnaissance du dossier, le manque de curiosité, le manque de temps dans le chef des journalistes pour réellement faire du journalisme d'investigation, la non-connaissance de comment se procurer des informations stratégiques, tout ça conduit
également à de l'ignorance que l'on peut qualifier d'involontaire. Alors de ce point de vue-là, je pense que le cas de l'aéroport de Bruxelles, qu'on appelle aujourd'hui Brussels Airport, est un cas emblématique et c'est donc ce cas-là que je vais développer dans la bonne heure qui nous reste et puis on passera évidemment au débat. Alors, je vais vous présenter d'abord brièvement l'aéroport de Bruxelles, qui est un aéroport, sans doute que ici, à peu près tout le monde a sans doute pris l'avion à Zaventem ou Brussels Airport au moins une fois dans sa vie. Donc, vous êtes sans doute tous rendus compte que l'aéroport est proche de la ville. Et donc, voici une première carte qui vous montre la région urbaine bruxelloise avec des densités de population. Donc, plus on est dans des couleurs foncées, plus il y a beaucoup d'habitants par kilomètre carré. Vous avez des petits points de repère que tout le monde connaît bien, donc le Ring, l'Atomium, le siège de l'OTAN, ancienne localisation, la tour de l'RTBF, le Cinquantenaire, les abattoirs d'Anderlecht, la Grand Place, la basilique de Kugelberg et la centrale de Drogenbos. Donc, je pense que c'est des bons symboles visuels. Et vous avez l'aéroport ici, vraiment au port de la ville. Alors l'aéroport a été localisé là pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'occupant allemand. C'est, semble-t-il, un bon point de départ pour aller bombarder l'Angleterre. Alors évidemment, il est aux portes de la ville, il est enserré dans une banlieue qui n'a cessé de s'urbaniser, qui s'urbanise encore aujourd'hui. Donc il faudra aller chercher des statistiques récentes, mais on continue à construire aujourd'hui dans les zones de bruit des avions en proche périphérie, donc en région flamande. Et donc il y a évidemment un conflit entre les habitants qui sont excédés par le bruit, en situation nocturne, mais éventuellement aussi le jour. Et donc, il y a un conflit entre les habitants et l'aéroport, et l'État fédéral qui est derrière. Il y a un conflit entre différents quartiers pour ne pas être exposé au bruit des avions. Et puis, il y a un conflit entre l'État et les régions, et singulièrement entre la région de Bruxelles-Capitale et l'État fédéral. Alors, comme on est en Belgique et que rien n'est simple en Belgique, il faut ajouter la couche des limites administratives. Donc, vous avez ici la limite de la région de Bruxelles-Capitale en trait épais, puis vous avez les communes en bleu. Et donc, vous voyez que l'aéroport de Bruxelles est en fait localisé en région flamande. Il est soumis à l'autorité fédérale pour tout ce qui est des procédures aéronautiques, mais il est soumis à la région flamande pour tout ce qui est matière environnementale, urbanisme, aménagement du territoire. Et les avions sont soumis aux normes de bruit qui n'existent qu'en région bruxelloise et pas en région flamande, donc ce qu'on appelle l'arrêté bruit des avions. Alors, la question est de savoir comment est-ce que les avions vont décoller et atterrir. Et donc, je ne vais pas vous ennuyer avec des éléments techniques, en tout cas le moins possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au décollage et à l'atterrissage, les avions doivent éviter de manœuvrer avec du vent arrière et, si possible, aussi avec du vent de travers. Et donc, l'idéal, c'est de décoller et d'atterrir face au vent. Et si vous êtes attentif au bulletin météorologique 9 fois sur 10, en tout cas 8 fois sur 10, soit on vous dit qu'il n'y a pas de vent, ou que le vent est très faible, soit on vous dit que le vent souffle de secteur sud-ouest. Ça veut dire qu'il souffle vers le nord-est. Ça va? Ça c'est, disons, 90% de l'année, 85-90% de l'année, on est soit avec des vents très faibles qui ne comptent pas, soit avec des vents qui soufflent vers le nord-est, et donc les avions doivent décoller et atterrir dans la direction opposée. Et donc, les décollages se font vers Bruxelles. À partir de ce moment-là, si vous êtes le ministre fédéral des Transports, qui n'est pas nécessairement la position ministérielle que je vous recommanderais, mais si c'est votre objectif, ou si c'est votre fonction, vous avez le loisir de choisir, au travers des procédures aéronautiques, si au décollage, les avions vont virer à droite, alors à droite dans le sens de conduite de l'avion, quoi. Donc, vous devez vous imaginer que vous êtes le pilote, vous décollez sur la piste principale ici, donc soit vous virez à droite vers le nord de Bruxelles et la périphérie nord, qu'on appelle le Noordrand, soit vous virez à gauche vers l'est de Bruxelles et la périphérie est, qu'on appelle l'Oostrand,
soit, si les vents ne sont pas contraignants ou pas trop contraignants, vous utilisez la piste secondaire ici qu'on appelle la piste 19 et vous décollez directement vers la périphérie est, ou, cerise sur le gâteau, vous traversez la ville plus ou moins en ligne droite. Voilà fondamentalement les 4 options. Et donc, dans ce cadre-là, les comités de quartier, les comités d'habitants qui ont été actifs dans ce dossier depuis plusieurs décennies ont mené une véritable partie de ping-pong. Donc, si vous voulez tous les détails, vous pouvez lire cette étude qu'on a réalisée à l'ULB sur l'historique du survol de la région bruxelloise et de sa périphérie. Donc, on a une étude sur 4 décennies plus ou moins, réalisée pour l'administration bruxelloise de l'environnement. Et donc, la conclusion de l'étude, c'est que il y a vraiment une lutte entre les périphéries nord et est pour réduire les nuisances. Et donc, selon que le ministre fédéral ou la ministre fédérale a été un peu plus sensible au discours de l'Oost-Rand ou au discours du Nord-Rand, on a envoyé les avions un peu plus ou un peu moins dans la périphérie opposée. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant quelques décennies. Et puis à la fin, faute de trouver un équilibre entre les 2 périphéries, on a envoyé les avions sur Bruxelles en plus grande quantité pour sortir de différentes crises, dont une dont je vais parler ici. Alors, pour bien comprendre le dossier, il faut aussi avoir en tête la géographie sociale de l'aire urbaine bruxelloise. Alors, le revenu n'est pas un très bon indicateur parce que, pour faire simple, la pauvreté est sous-estimée et la richesse est sous-estimée également. Donc, les plus pauvres sont hors statistiques fiscales parce qu'ils ne sont pas soumis à l'impôt et les plus riches sont suffisamment malins que pour se payer des conseillers fiscaux qui vont leur permettre d'éluder l'impôt et d'avoir des revenus non imposables. Et donc, aux 2 extrémités des revenus, l'indicateur n'est pas bon. Par contre, le taux de chômage, c'est vraiment un très bon indicateur social. Et vous avez ici une carte qui vous montre les hauts taux de chômage en rouge et les bas taux de chômage en vert. Et donc, on voit bien qu'il y a un clivage entre la périphérie qui est fondamentalement riche et les quartiers centraux de la ville qui sont les quartiers populaires. Vous avez ici ce qu'on appelle le croissant pauvre, qui sont de part et d'autre du canal et dont on sera amené à reparler. Alors, autre carte importante, c'est la carte. Alors, c'est une des formes de protestation, c'est des petits points verts qui vous montrent où habitent les gens qui sont allés en justice contre l'État fédéral. Les jugements sont publics, donc vous pouvez consulter les jugements, vous pouvez encoder les adresses des plaignants et puis vous pouvez en faire une carte. Je vous avoue que c'est un étudiant qui l'a fait. Comme il y en a quelques milliers, ça prend du temps, donc j'ai confié ça à un étudiant pour son mémoire de maîtrise en environnement. Et donc, vous voyez que les gens qui ont eu le courage et l'audace d'aller en justice contre l'État, c'est pas rien d'aller en justice contre l'État. Vous devez avoir des très bons avocats qui vont coûter cher a priori. Et donc, vous voyez que ces plaignants, ils habitent essentiellement en périphérie nord et est, un petit peu dans l'est de Bruxelles et pas du tout dans les quartiers populaires, ici au centre, où les taux de chômage sont élevés. Donc, je n'ai pas le temps de le détailler ici, mais il y a une inégalité, je dis bien une inégalité dans la protestation contre les nuisances aériennes. On n'est pas tous égaux pour s'organiser et protester face à la politique de l'État fédéral en la matière. Alors, de ce fait, les procédures ont beaucoup changé au cours du temps. Alors, je pourrais parler 2 heures rien que sur les évolutions de procédures, donc je vais vous épargner cela. Mais donc, voilà une partie des changements, voilà la suite, et voilà encore la suite. Mais donc, ces changements, chaque fois, ils ont eu lieu au profit de tel ou tel quartier en fonction des protestations qui avaient eu lieu versus la sensibilité du gouvernement fédéral ou du ministre de tutelle qui a préféré donner plus raison à tel quartier ou à tel autre quartier. Voilà grossièrement dressé le contexte. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'analyser 3 cas concrets de manipulation des faits pour vraiment coller avec le thème de ces cours conférences.
Alors, premier cas d'analyse, c'est l'exemple de la route du canal, que l'on a présenté comme la route du canal industriel. Alors, il faut remonter plus de 20 ans en arrière. On est, alors les plus jeunes n'ont pas connu, mais on est à l'époque du gouvernement Verhofstadt Ier. C'est un gouvernement un peu original, puisque donc c'est un des premiers, enfin, depuis des décennies, c'est le premier gouvernement sans les sociaux-chrétiens. Et c'est la première fois que les écolos sont au pouvoir au gouvernement fédéral. Et le poste de ministre fédéral des Transports est entre les mains d'Isabelle Durand, donc écologiste, habitante de Scarbeck, où elle a une partie de son fief électoral. Et donc, en tant qu'écologiste bruxelloise et en plus de quartiers centraux, donc Scarbeck, c'est presque au centre de Bruxelles, Isabelle Durand fait son possible pour alléger la pollution sonore, donc l'exposition de la population des quartiers urbains denses du bruit des avions. Et donc, elle va notamment supprimer la route Chabert, qui est une route qui était exploitée le week-end, qui permettait de ne pas contourner Bruxelles par les périphéries nord, ouest ou est, mais à ce moment-là, on trouvait que le week-end, on pouvait envoyer les avions à travers Bruxelles. Et donc, ça, c'est un des éléments de sa politique. Ensuite, elle se dit, je vais interdire les vols de nuit pendant une période assez réduite de quelques heures. Alors ça fait un tollé, parce qu'évidemment, les intérêts économiques ne se sont pas laissés faire, et le relais au sein du gouvernement non plus. Et donc, elle a dû faire machine arrière. Mais après, elle a dit, on va améliorer les procédures pour impacter moins de personnes. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une étude qui va être commanditée à un consultant néerlandais qui s'appelle AAC, et ici en anglais. Et donc, l'idée qui va émerger, c'est de concentrer tous les vols de nuit sur la périphérie nord de Bruxelles. Donc, on va supprimer les vols de nuit sur la périphérie est. Vous voyez, la ministre a été manifestement sensible aux sirènes de l'Oostrand au détriment du Noordrand. On est vraiment dans la partie de ping-pong que j'évoquais. Et donc, on dit on va concentrer les vols de nuit sur la périphérie nord, mais on va en même temps optimiser les routes. On va faire un nouveau tracé pour ces routes de nuit au décollage en cherchant à minimiser le nombre de personnes impactées. Et donc, le consultant néerlandais fait ce que n'importe lequel de mes étudiants en géographie qui est ici dans la salle et que je salue en même temps aurait pu faire dès la 2e ou 3e année d'études, simplement prendre une carte de densité de population et tracer des routes qui minimisent le nombre de personnes impactées. Ce qui est quand même pas très compliqué à faire, mais on est allé chercher un consultant international pour le faire. À la limite, je dis, on peut demander à nos étudiants, l'administration devrait être capable de faire ça elle-même, mais bon, on a payé un consultant international. Et alors l'accord dit, donc il y a un accord qui est signé entre l'État, la région flamande et la région bruxelloise pour implémenter ces routes, et l'accord dit qu'on va diminuer le nombre de personnes survolées, mais qu'en même temps, on ne peut pas survoler des quartiers qui ne l'étaient pas auparavant, ce qui est déjà totalement contradictoire. Mais voilà, l'accord est signé tel quel, et puis il est progressivement mis en œuvre, et donc ça conduit à une crise politique, puisqu'évidemment, puisqu'on a changé le tracé des avions au décollage, il y a des quartiers nouvellement impactés, alors avec pas beaucoup d'habitants, mais quand même des gens qui n'étaient pas impactés, et donc ces quartiers-là protestent. Comme on est à quelques mois des élections, alors ça c'est une constance dans le dossier, c'est que tous les grands changements se font quelques mois avant les élections, ce qui n'est pas prudent évidemment, parce que la population se dit bien, là on a une fenêtre de tir, puisque c'est le moment de faire du bruit avant, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on est avant les élections. Et donc, la région flamande remet en cause l'accord qui a été signé, et donc l'accord est dénoncé. Il y a une nouvelle négociation État, région bruxelloise, région flamande. Et là, le leitmotiv de la région flamande, par la bouche de son ministre-président, c'est de dire il faut que Bruxelles prenne sa part des nuisances. Et donc, on vient d'un contexte où la ministre fédérale des Transports a réussi à enlever une partie des avions qui traversaient Bruxelles de part en part. Et là, on s'oriente vers une marche arrière.
Oui, on dit qu'il faut remettre des avions au-dessus de la ville au nom d'une répartition du problème entre les différentes régions du pays. Alors, ça négocie, puis vous savez, vous avez tous vu ça à la télé, hein, donc il y a un moment, sans doute qu'on livre des pizzas au milieu de la nuit, et puis c'est qui va craquer en premier. Et effectivement, au milieu de la nuit, il y a un accord qui sort. Je vous dis tout ça parce que je connais quelqu'un qui était dans les négociations, hein, donc j'ai des informations de l'intérieur. Et donc, au milieu de la nuit, la région bruxelloise craque et accepte un tracé qui va s'appeler la route du canal. Alors là, je suis désolé, il y a mon canal ici qui a sauté, il devrait être ici. Mais donc, le canal passe ici en bleu foncé, et on invente, mais vraiment, ils ont fait ça sur un coin de table au milieu de la nuit, on invente une route qui est la route ici en bleu clair, qui va dans un premier temps être plus ou moins en ligne droite, et puis longer le canal. Alors, quand même, ça va quand même générer des remous politiques, puisque là, on envoie des avions la nuit par le centre-ville. Alors, la ministre Durand, qui est pourtant ministre de tutelle, là, qui a avalé la couleuvre, ou dont le représentant a avalé la couleuvre en négociation, essaye de bloquer la publication de la route. On trouve des sites Céveso, mais finalement, une première étude dit que c'est pas bien, une deuxième étude dit que finalement la route n'est pas un problème. Donc voilà. Donc finalement, la ministre démissionne à 3 semaines des élections. Elle est remplacée dans ses fonctions par l'autre vice-première ministre francophone, Laurette Onkelings, du Parti socialiste. Et en bon soldat, Laurette Onkelings applique l'accord et met en route la route du canal. Mais avec des éléments de langage. Et l'élément de langage, et c'est là que j'arrive à la manipulation des faits, c'est que l'élément de langage fondamental, c'est de dire que c'est la route du canal industriel. Quand vous dites route du canal industriel, vous supposez implicitement qu'il n'y a pas d'habitants, il y a des industries. Hein? Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Donc j'ai été chercher des archives, voilà 3 coupures de presse qui viennent du soir. Zone industrielle du canal, zone industrielle du canal, zone industrielle du canal. Et donc, les journalistes n'ont manifestement pas été vérifiés, sans doute qu'ils n'habitaient pas à l'époque le long du canal, aujourd'hui je ne sais pas. Alors le canal de Bruxelles, si vous n'êtes pas familier, côté nord, ça donne ceci. Alors là, effectivement, sur les rives immédiates du canal côté nord, ça ne fait pas beaucoup d'habitants. Vous avez des conteneurs, vous avez des tas de ferraille. Voilà. Vous tournez de 180 degrés, vous regardez vers le centre et vers le sud, il n'y a que des habitants, ou à peu près, et même en forte densité. Et en fait, si bêtement, de nouveau, vous faites ce qu'un étudiant de 2e année en géographie peut faire, vous faites une carte de densité de population, donc plus c'est foncé, plus il y a des habitants, et vous tracez les routes aériennes au-dessus, mais vous voyez que la route du canal, déjà au début, elle survole Schaerbeek-Formation, des faisceaux ferroviaires, mais à moins d'1 kilomètre, vous avez déjà des quartiers denses de Neder-Overembeek et de Evere-Schaerbeek. Donc déjà, vous impactez du monde. Mais après ça, vous longez les quartiers les plus denses de Bruxelles jusqu'à 45 000, 46 000 habitants au kilomètre carré. Donc évidemment, ce n'est pas une route inhabitée, mais c'est ce qu'on a fait croire implicitement. Et donc, non seulement c'est une route des quartiers denses, mais en plus, si je superpose ici au taux de chômage, donc rouge, taux de chômage élevé, vert, taux de chômage très faible, en plus d'être la route des quartiers les plus denses, c'est la route des quartiers populaires par excellence. Et donc, en fait, la route du canal, c'est beaucoup de monde et c'est des pauvres qui ne sont pas organisés pour protester, qui n'ont pas des comités d'habitants, qui n'ont pas des super avocats pour aller en justice contre l'État, etc., etc. Ça va? Voilà, premier exemple. Alors, deuxième exemple, l'accident du vol Qualita Air en 2008. Alors, le contexte est le suivant. On est toujours dans cette partie de ping-pong entre les périphéries nord et est pour ne pas avoir les nuisances. Et dans cette partie de ping-pong,
il y a le choix de la piste qui est fondamental. Parce que si vous décollez depuis la piste principale, qui est la 25 droite, 25 R en anglais, toutes les directions sont possibles. Vous pouvez virer à droite, vous pouvez aller tout droit à travers la ville, vous pouvez virer à gauche. Si vous décollez depuis la piste 19, qui est une piste un peu plus courte et en pente, vous décollez d'office sur la périphérie est et vous épargnez la ville. Donc le choix de la piste, il est vraiment pas neutre en termes de nuisances sonores. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'un Boeing 747 n'a pas décollé et s'est cassé en 3 morceaux 300 mètres après le bout de la piste. Alors ce jour-là, j'étais chez moi en train de travailler, j'entends l'accident à la radio, j'avais une petite mobilette à l'époque, je saute dessus, je me dis il faut que j'aille voir ça de mes yeux. On avait déjà annoncé qu'il n'y avait pas de victimes, donc c'était pas du tourisme macabre. Je me suis dit c'est pas tous les jours qu'il y a un Boeing 747 en morceaux en bordure du site, et donc je suis à 100 mètres ou 200 mètres de l'avion, quoi. Donc j'étais même surpris de voir qu'on puisse approcher comme ça et faire des photos sans aucun problème. Alors, que s'est-il passé? Donc l'avion décolle depuis la piste 19, qui est ici. Je l'ai dit, il s'est brisé en 3 morceaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cet accident a été pris pour témoin ou à témoin par les comités d'habitants de la périphérie Est pour dire « Attention, la piste 19 est dangereuse, il ne faut pas l'utiliser pour les avions gros porteurs, et donc ces avions doivent être reportés sur la piste principale, la 25 droite, et donc ils doivent décoller vers Bruxelles et pas vers chez nous. » Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, qui a été dit et répété dans ce dossier. Attention, la piste 19 est dangereuse, ne l'utilisons pas avec les plus gros avions. Et donc la question, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et donc, alors que ce discours a été répété en boucle. Et donc j'ai fait quelque chose de tout simple pour essayer d'y comprendre quelque chose. J'ai cherché le rapport de l'accident. Normalement, quand il y a un accident ou un incident, il y a une enquête qui est faite et il y a un rapport, et en général, en tout cas souvent, ce rapport est public. Alors, il est public, par contre, il n'est pas facile à comprendre. Donc, c'est de l'anglais, c'est du jargon, et il vaut mieux être ingénieur aéronautique ou pilote. Et comme j'ai quelques copains pilotes, je me suis fait aider pour comprendre le contenu du rapport en question. Alors, qu'est-ce que le rapport raconte? Il dit que ce jour-là, tous les avions décollaient depuis la piste 19, la piste secondaire, qui est effectivement plus courte et en pente. Mais alors, je me suis renseigné, il y a plein de pistes qui ne sont pas planes dans le monde. C'est quelque chose d'assez courant. Du moment que c'est documenté et que les pilotes sont au courant, ce n'est pas nécessairement un problème. Et donc, le rapport dit donc tout le monde décollait depuis la piste 19. Mais si le pilote, si l'équipage ne se sentait pas à l'aise avec la piste plus courte, il pouvait évidemment demander à la tour de contrôle d'utiliser la piste 25 droite qui est ici, qui est plus longue et qui était en service ce jour-là aussi. Donc, ce n'était pas un problème. Alors, l'avion, donc, qui est un cargo, quitte la zone cargo qui est là, il remonte comme ça. Et alors, chose intéressante, donc, vous voyez, la piste commence ici. Au lieu de faire le tour comme ça et d'utiliser toute la longueur de la piste, l'avion va prendre un raccourci ici, ce qu'on appelle l'intersection B1 dans le jargon, et il va perdre 312 mètres de longueur de la piste. Donc si le pilote avait pensé que la piste était trop courte pour lui, il se serait mis tout au bout pour avoir un maximum de longueur. Donc manifestement, les pilotes ne devaient pas avoir peur de la longueur de la piste puisqu'ils ont perdu 312 mètres. Alors, l'avion s'élance sur la piste, donc, mais les gaz font, vous voyez comment c'est, et il passe ce qu'on appelle V1, qui est la vitesse à partir de laquelle il est trop tard pour annuler le décollage. Donc, il paraît qu'on enseigne ça dans toutes les écoles de pilotes. À partir de V1, même si vous perdez des morceaux, il y a un moteur qui tombe en panne, etc., c'est trop tard, vous continuez, quitte à aller vous écraser plus loin, ou quoi, mais ouais, c'est trop tard. À ce moment-là, après V1, il y a un oiseau qui est aspiré par un des 4 moteurs. Donc ça, c'est la hantise des pilotes, c'est d'avoir des oiseaux qui passent dans le moteur. Alors, c'est un faucon cresserelle pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse. Comment le sait-on?
Comment le sait-on? Figurez-vous qu'ils sont allés récupérer les morceaux dans le réacteur, analyse ADN. Donc, ce n'est plus les experts à Miami, c'est les experts à Zaventem. Donc voilà. Donc, avec l'ADN, on peut tout savoir. Alors, 5 secondes après V1, il y a le moteur en question qui cale, mais bon, il y en a 4, donc il en reste 3. Il y a une perte momentanée de puissance et il y a un gros bang qu'on entend dans le cockpit. Et en plus, ils sentent des vibrations. Donc, 2 secondes après le bang en question, et donc on est déjà plusieurs secondes après le fameux V1, le capitaine qui approche le capitaine décide d'abandonner son décollage, à contrario de tout ce qu'on apprend apparemment dans les écoles de pilotage. Et puis il approche du bout de la piste. Au bout de la piste, il y a des antennes, des équipements, etc. Il se dit « Ouh là là, je vais tout démolir ». Et donc il dévie son avion pour échapper aux équipements en question. Et puis il y a un talus. Et donc l'avion tombe dans le talus, 4 mètres, et c'est là qu'il se brise en 3 morceaux. Heureusement qu'il s'est arrêté là, parce qu'après, c'était la ligne de chemin de fer. Et donc, vous imaginez un Boeing 747 en morceaux sur une ligne de train, c'est évidemment pas terrible. Alors, quelles sont les causes de l'accident selon le rapport? Puisque, je vous rappelle, les comités d'habitants de l'Ostrand prétendent que le problème, c'est qu'on a utilisé une piste qu'on n'aurait pas dû utiliser pour ce type d'avion. Premièrement, l'équipage avait encodé la longueur totale de la piste, 2987 mètres, alors qu'il n'a pas décollé depuis le bout de la piste. Et donc, l'équipage a décollé avec 312 mètres en moins, donc l'équipage décolle avec les mauvais paramètres. Faute professionnelle, hein. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, donc on décolle avec les mauvais paramètres, ce qui est évidemment pas une bonne chose. Deuxièmement, il y a cette fameuse interruption du décollage plusieurs secondes après V1, ce qu'il ne faut normalement pas faire. Troisième élément, dans la panique qu'il y avait manifestement à bord du cockpit, l'équipage n'a pas utilisé tous les moyens de freinage. Donc en gros, 1, il a coupé les moteurs, 2, ils ont freiné, et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les inverseurs de poussée. Donc, si vous voulez, c'est les réacteurs qui fonctionnent à l'envers. Et donc, plutôt que d'envoyer la poussée vers l'arrière pour faire avancer l'avion, c'est le processus inverse, ça aide à freiner, ils les ont oubliés. Et donc, ils n'ont pas utilisé tous les moyens de freinage à disposition. Et puis, le rapport discute de la qualité de la piste 19, hein, et le rapport dit que la piste est conforme par rapport aux exigences minimales de sécurité de l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ICAO en anglais, mais la piste ne rencontre pas les nouvelles recommandations qui sont faites. Donc il y a moyen, donc la piste n'est pas en cause, mais il y a moyen quand même d'améliorer sa sécurité avec des dispositifs qui permettent notamment de freiner les avions en toute sécurité s'ils devaient sortir de la piste. Donc, le rapport conclut qu'il y a une succession d'erreurs humaines qui sont la cause de l'accident. Alors, il y a aussi le rapport note aussi que le capitaine n'avait pas pris de petit déjeuner, donc son taux de glucose dans le sang était probablement plus faible. Et quand votre taux de glucose dans le sang est plus faible, votre réactivité, votre taux de réaction est apparemment moins bon. Donc, si vous apprêtez... Si vous avez votre jet privé et que vous rentrez en avion ce soir, mangez un bout avant. En tout cas, ne soyez pas à jeun parce que ça pourrait être fatal. Le rapport indique aussi que la compagnie Qualita Air, qui porte apparemment mal son nom, est coutumière des problèmes de réacteurs et que le même équipage, en tout cas le même pilote, a eu aussi un problème moteur avec aussi un bang avec le même avion à Hong Kong quelques semaines auparavant, et que le bang à Bruxelles était plus fort qu'à Hong Kong. Donc, voyez-vous, il y a un moment, vous savez que vous volez avec des avions poubelles, vous avez un incident, il y a ce qu'on vous a appris à l'école, et puis il y a le facteur humain sur place, quoi. Et donc voilà. Alors, le rapport dit qu'une piste plus longue est préférable, mais qu'en tout état de cause, ici, ce jour-là, compte tenu des caractéristiques de l'avion,
de sa charge, des conditions météorologiques, etc., la longueur de la piste n'est pas en cause et l'avion aurait tout à fait pu décoller sur la piste 19. Et si l'avion avait utilisé toute la longueur de la piste, plutôt que de prendre son petit raccourci à la position B1, il aurait même pu arrêter son avion. L'avion aurait pu être arrêté malgré le fait qu'on soit plusieurs secondes après les 1. Donc voilà, donc le rapport ne dit pas arrêter d'utiliser cette piste-là pour les gros porteurs. Donc ça ne semble pas, la piste en soi n'est pas en cause. Alors comment se termine l'histoire ? En fait, j'ai envie de dire, peu importe le rapport de l'accident et les faits qui sont dedans, parce qu'en 2012, le secrétaire d'État fédéral au transport et à la mobilité, Melker Watley, donne une instruction ministérielle avec toute une série d'instructions, en fait, mais parmi les instructions qui sont données, il est notamment prévu que les avions les plus lourds, autour de 200 tonnes de masse maximale au décollage, sont contraints d'utiliser la piste 25 droite si celle-ci est utilisée en même temps que la piste 19. Et donc, il y a bien un déplacement, un renvoi de la nuisance vers Bruxelles au bénéfice de la périphérie Est, qui donc, dans cet épisode-là, a gagné moins de bruit des avions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous consultez l'instruction ministérielle, bon, elle n'est pas publique, mais enfin, les documents circulent, hein, donc ce n'est pas très difficile à trouver. Quand vous regardez l'instruction ministérielle, la justification, parmi les attendus de l'instruction, il est bien mis attendu qu'un important incident aérien est survenu au décollage en bout de piste 20. Elle s'appelait 20 à l'époque, mais le nord magnétique bouge, alors le numéro des pistes bouge avec, donc c'est devenu 19. Le dimanche 25 mai 2008 avec un avion de type Boeing 747 de la compagnie Qualita. Donc vous voyez, l'accident a bien été pris à témoin d'abord par les comités d'habitants pour réclamer un changement de procédure, et puis il est pris à témoin par le monde politique, en l'occurrence le ministre de tutelle, pour justifier sa décision de modification des procédures. Ça va ? Voilà. Alors je bois un coup et puis enfin de la tisane, hein, je vous rassure, et puis on vient avec un troisième exemple. Alors là, c'est le cas qui a peut-être le plus défrayé la chronique. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps de cela, une bonne décennie. C'est ce qu'on a appelé dans le milieu la phase 6 du plan Watley. Phase 6 qui commence le 6 février 2014. Franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à mon bureau à l'ULB. Soudainement, je vois les avions qui passent. J'ai d'abord cru qu'il y avait un sommet de l'OTAN ou un président américain très important qui arrivait, qu'on avait momentanément détourné les avions, mais de tout ce que je ne reconnaissais rien de ce que je connaissais du dossier, quoi, tout. Donc vraiment, il y avait beaucoup d'avions qui n'étaient plus à leur place habituelle, et puis bon, ça perdure 2 jours, 3 jours, une semaine, etc. Et très rapidement, il y a une crise politique. Surtout que, de nouveau, on est quelques mois avant l'élection fédérale, donc il y a une fenêtre de tir pour les opposants, et très rapidement, il y a 2 versions divergentes qui vont émaner. Il y a d'abord le secrétaire d'État à la mobilité, Melker Watley, qui a la tutelle sur l'aéroport et qui décide des procédures aéronautiques, qui a un courrier type qu'il envoie aux riverains qui se plaignent auprès de lui. Et dans ce courrier, il dit, donc il renvoie des accords de 2008 et 2010, et il dit « Ces accords reposent sur le principe d'une répartition des vols qui privilégie les zones non peuplées, canal », vous voyez le mythe du canal inhabité qui perdure encore à ce moment-là, ring, zoning industriel, autoroute, forêt, etc. Ces principes permettent globalement de réduire les nuisances sur l'ensemble du territoire. Donc là, je me suis dit, il est dingue, les avions sont... Il suffit de lever les yeux au ciel ou de regarder sur n'importe quel tracker sur Internet, style Flight Radar ou autre, on voit bien que les avions sont au-dessus de la ville et le secrétaire d'État de tutelle dit qu'il les a mis sur les zones non peuplées. Bon, alors,
que répond à cela la ministre bruxelloise de l'Environnement? Elle fait une conférence de presse et elle montre cette carte qui laisse supposer que tout Bruxelles est survolé. Je vous avoue que quand j'ai vu cette carte, je suis tombé de ma chaise. Je me dis, mais ça, c'est pas... Autant le ministre de tutelle raconte quelque chose d'invraisemblable, autant cette carte est tout aussi invraisemblable. Donc là aussi, il suffit de voir dans Flightradar ou autre, les avions ne sont pas à ce point partout au-dessus de la ville. Vraiment, je me suis dit, mais d'où vient ce document, quoi? Et donc, évidemment, le secrétaire d'État fédéral, il répond, « Madame, vos cartes sont fausses. » Fatalement. C'était pas très compliqué de s'en rendre compte. Mais donc, on a deux versions divergentes. Il y a d'une part le secrétaire d'État fédéral qui dit « Je survole les zones non peuplées. Enfin, j'ai envoyé les avions sur les zones non peuplées. » Et puis, vous avez la ministre bruxelloise de l'Environnement qui montre une carte où quasiment tout Bruxelles est survolé. Qui a raison entre les deux? C'est évidemment la question. Je vais boire une petite gorgée pour créer le suspense. Je fais la même chose avec mes étudiants, donc ils ont l'habitude. Alors la réponse vient d'une étude qu'on a réalisée à l'ULB, que l'administration fédérale des transports nous a commandité, que j'ai eu le plaisir de réaliser avec les collègues Jean-Michel Lecrely et Alix Sautio. Donc c'est une mission d'objectivation. On nous demande fondamentalement, regardez où passaient les avions avant, où est-ce qu'ils passent après modification des procédures, et éclairez-nous parce qu'on voudrait savoir. Alors, je me suis fait un plaisir de dire que la science vaincra les... Enfin, pas de le dire, de remettre le sceau de l'ULB qui dit que la science vaincra les ténèbres. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que c'est pas plus mal d'essayer d'avoir un peu de rigueur dans ce dossier. Bon, je vous passe tous les éléments méthodologiques, etc. L'étude traîne sur Internet si vous voulez en savoir plus. Mais donc, voilà une des deux cartes fondamentales du rapport. Vous avez ici une carte qui vous montre l'intensité de survol. Ça, ce n'est pas une étude de bruit. Pour ça, il faut être ingénieur acousticien. Nous, on est géographe, mais donc il faut faire des études de bruit qui ont été faites par ailleurs. Mais donc, nous, en urgence, on nous demande où étaient les avions avant, où est-ce qu'ils sont après. Ici, vous avez une carte qui vous montre, avant modification des procédures, où sont les avions. Donc, plus on va dans l'orange-brun, et plus il y a une intensité de survol qui est forte sur une semaine. Et donc, vous voyez bien le virage à gauche, le virage à droite, la route du canal et un petit peu de décollage nocturne ici. Et là, vous avez les atterrissages. Après modification des procédures, voilà la nouvelle situation. Alors, je reviens en arrière, je reviens en avant, vous voyez. Et donc, il s'est passé trois choses principales. Les avions ont été largement retirés de la périphérie est. Ils ont été largement remis sur une nouvelle route qui passe ici par plus ou moins Mézère, le Cinquantenaire, Saint-Julien à Auderghem et la place Wiener avec un waypoint pour guider les avions devant le restaurant La Trattoria, pour ceux qui connaissent, à Waterval-Beaufort, littéralement au pied de la porte d'entrée. C'est un point fictif, donc on ne le voit pas sur place, ça ne sert à rien d'aller voir. Et par ailleurs, on a retiré des vols de nuit qui contournaient Bruxelles par le nord et l'ouest, et on les a mis sur la route du Canada. Donc voilà. Alors avec ça, la messe est dite, mais on a fait quelques cartes en plus. On a fait des cartes avec des densités de population. Et donc ici, vous avez une carte, plus les quartiers sont foncés, plus il y a des habitants, il y a beaucoup d'habitants par kilomètre carré. Et là, vous avez la trajectoire principale des avions. Et plus ces traits-là sont épais, décollage en vert, atterrissage en rouge, et plus il y a du trafic important. C'est l'axe central des trajectoires. Et donc, avant modification des procédures, il y a grosso modo la moitié des vols qui sont sur l'extrême est de Bruxelles ou l'Ostrand, un gros 42-43% sur le nord de Bruxelles et la périphérie nord et un peu ouest, enfin il y a quand même beaucoup ouest, et puis seulement 7% qui passent par les quartiers centraux denses de Bruxelles. Après modification des procédures par le secrétaire d'État Melchior Watley et le reste du gouvernement, comme il y a cette nouvelle trajectoire qui passe ici sur des quartiers denses, mais vous avez finalement plus de 45% du trafic au décollage qui passe au-dessus des quartiers denses de Bruxelles. Donc, quand le secrétaire d'État dit
on a envoyé des avions sur les quartiers peu peuplés ou pas peuplés, ben, manifestement, c'est faux. Voilà. Alors, on s'est amusé, on a fait la même chose avec les revenus. Donc ici, alors là, je ne suis pas fier de la carte, parce que j'ai utilisé les revenus, j'aurais dû prendre le taux de chômage, comme je vous l'ai expliqué, mais enfin bon, voilà, erreur de jeunesse, on va dire. Et donc, en bleu, les quartiers pauvres, en rouge, les quartiers riches. Et donc, ça, c'est la situation avant, ça, c'est la situation après. Et donc, vous voyez que la route du canal qu'on a renforcée dans son utilisation, ben, c'est toujours la route des quartiers populaires. Ça n'a pas changé en 10 ans. Et la nouvelle route qui passe ici par le centre-est de Bruxelles, ben, c'est une route, on va dire, de classe moyenne en partie, et puis de quartiers favorisés sur la fin. Mais c'est une route intermédiaire. Donc, en conclusion, on a épargné des villas 4 façades de quartiers favorisés en périphérie et on a déplacé la nuisance vers des quartiers densément peuplés et moins favorisés, voire pas du tout favorisés en ville, ce qui conduit à soumettre plus de personnes au bruit des avions et aussi en cas de risque d'accident. Donc je souhaite à personne de recevoir un avion sur la tête, mais vous comprenez bien qu'un avion qui s'écrase dans les villas 4 façades, ça fait moins de victimes au sol qu'un avion qui s'écrase en milieu dense, en pleine ville. Donc une question de sécurité publique à laquelle il faut également penser. Alors comme j'ai encore un peu de temps, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on découvre tout ça après plutôt que de l'avoir étudié avant? C'est une bonne question. Donc, on aurait dû normalement faire une étude d'impact a priori pour le savoir. Alors comment se décident ces changements? Dans des réunions intercabinets. Donc, c'est pas le secrétaire d'État tout seul. Il y a des réunions intercabinets où sont représentés tous les partis de la coalition fédérale. Et donc, ils font une réunion intercabinet de transport et ils mettent les sujets de transport ou le sujet sur une nuisance aérienne au menu. Et donc, tous les partis politiques, par l'entremise de leur vice-premier ministre et du premier ministre, sont représentés, mais vous pensez bien que chaque vice-premier ministre et le premier ministre n'ont pas tous un expert en bruit des avions et en procédure aérienne, évidemment. Ce qui veut dire que dans ces réunions-là, pas sûr que tout le monde comprenne exactement ce qui se dit. Mais de toute façon, à ces réunions-là, ils n'ont pas cru bon de demander des études environnementales préalables. Donc, ils ont fait confiance dans les représentants ou le représentant du secrétaire d'État à la mobilité qui présidait les réunions. Alors, comme il n'y a pas eu d'études environnementales, le secrétaire d'État a quand même dit « Je n'ai fait qu'appliquer strictement les accords de 2008 et de 2010 ». Ça a été dit et répété pendant 2 mois. Et les journalistes ont répété. Puis à un moment, je me suis dit, on était encore en train de faire notre étude dont je viens de vous présenter quelques cas. Je me suis dit, mais sinon, il y a quoi dans ces accords? Et donc, j'ai réussi à mettre la main dessus. Ce que les journalistes auraient dû faire. Parce que, a priori, ce n'est pas à moi de le faire, mais comme je suis un peu curieux, voilà. Alors, l'accord de 2008, il n'y a rien, c'est des bons principes qui ouvrent la voie pour une modification des procédures, mais sans plus. Et c'est en 2010 que, effectivement, tout se joue. Oui, et alors donc, M. Wathelet a aussi dit « Je ne fais qu'appliquer le plan de mon prédécesseur ». Alors ça, c'est également tout à fait faux, parce que si vous avez la chance d'accéder au PV des réunions intercabinets, qui là ne sont pas publics, mais là aussi, je les ai entre mes mains, quand vous lisez les PV des réunions intercabinets, clairement, c'est la grande cuisine, quoi. On discute vraiment de ce qu'on va faire, et comment on modifie, etc. Et on règle une partie des détails, etc. Donc, ce n'est pas juste le plan du prédécesseur, il y a clairement des décisions qui ont été prises sous Melchior Wathelet, gouvernement d'Iroupou. Alors, que dit l'accord de 2010, puisque c'est ça qui est important? Alors en fait, l'accord de 2010, en tant que tel, il n'y a pas un document qui est écrit, qui est intitulé accord de 2010. En fait, vous avez une note qui est datée de la veille de la réunion. La réunion, c'est le 26 février 2010. Vous avez une note qui est envoyée aux participants de la réunion intercabinet le 25 février, le jour d'avant. C'est une note au Conseil des ministres avec des propositions de décision. Donc la note fait une dizaine de pages, il y a 9 points. Et le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui a été décidé à la réunion intercabinet, puisqu'on leur a juste
soumis une note. Hein, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Alors pour ça, vous devez contacter la chancellerie du Premier ministre pour savoir ce qui a été décidé et on vous donne l'information facilement. Et donc là, c'est le point 22 au Conseil des ministres. Et là, je suis désolé, c'est tout en bas. Il est écrit que les propositions contenues au point 9 de la note du 25 février sont approuvées. Les 8 points d'avant, peu importe, ce qui compte, c'est le point 9. Et que dit le point 9? Le point 9 dit que le Conseil des ministres charge le secrétaire d'État à la mobilité de procéder aux modifications de procédures de vol qui sont listées au début de la note, mais pas n'importe comment, en suivant la procédure fixée dans l'avant-projet de loi sur le cadre d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, avant-projet de loi qui est discuté au même Conseil des ministres. Donc, il faut mettre la main sur l'avant-projet de loi en question, ce que j'ai fait, vous vous en doutez. Et donc, que dit l'avant-projet? Il y a Albert II qui vous salue, littéralement, hein, donc c'est écrit « Albert II, roi des Belges, à tous présents et à venir, salue ». Moi, j'avais jamais vu des textes juridiques du genre, je trouve que c'est presque poétique. Alors, que dit le document? Et il dit que quand on modifie les procédures aériennes, il faut réaliser un rapport sur les impacts environnementaux à l'avance. Ça n'a pas été fait. Il faut organiser une concertation entre l'État fédéral et les régions. Ça n'a pas été fait. Et il faut organiser une enquête publique auprès de la population, pas du 15 juillet au 15 août quand les gens sont en vacances. Et il faut annoncer cette enquête publique aux moniteurs belges. Rien de tout ça n'a été fait. Donc, clairement, le gouvernement fédéral et, in fine, son secrétaire d'État à la mobilité, mais, in fine, tout le gouvernement fédéral est responsable du fiasco, bien évidemment. Alors, comment l'affaire va se conclure ici? Eh bien, la région bruxelloise est allée en justice contre l'État belge. Elle a fait ce qu'on appelle une action en cessation environnementale. L'action en cessation environnementale permet de réclamer au juge, ou dans ce cas-ci à la juge, de faire cesser une nuisance environnementale qui est en infraction avec la législation. Et ici, la législation, c'est l'arrêté bruit des avions qui divise Bruxelles en 3 zones. Et plus on rentre dans Bruxelles, et moins le niveau de bruit autorisé est important. Et donc, évidemment, quand on déplace les avions depuis les marches de la ville vers un nouvel axe, ici qui traverse la fameuse zone 0, de part en part, et qu'on renforce l'utilisation de la route du canal, fatalement, on augmente les infractions qui sont faites par rapport aux normes de bruit bruxelloises. Et donc, la juge a eu fort facile de condamner l'État belge qui ne respectait pas la législation environnementale en renforçant le survol des zones où le bruit des avions est censé être plus faible. Et là où je suis, j'avoue, un peu content quand même, c'est que le rapport qu'on a fait à l'ULB a été versé au dossier et la juge s'en est servie pour renforcer son argumentaire. Donc elle écrit, et comme le dit le rapport de l'ULB qui ne souffre d'aucune critique, ce qui est toujours agréable à entendre, patati patata, et puis il y a des pages entières de notre rapport qui sont dans la décision de justice. Donc voilà, pour une fois, on a fait un rapport qui n'a pas été tout à fait inutile. Voilà, ça va être l'heure de conclure, et après ça, on va pouvoir passer au débat. Alors, on a en fait 4 éléments fondamentaux, je pense, dans ce dossier. On a un aéroport qui est mal localisé. Bon, évidemment, si vous avez un avion ce soir, c'est très pratique que l'aéroport soit à 7-8 km d'ici, parce que vous allez prendre le bus 12 ici à la sortie, 20 minutes après, 25 minutes après, vous êtes à l'aéroport. Donc, évidemment, si vous devez prendre l'avion, c'est pratique, et que vous habitez en ville ou vous vous rendez en ville, c'est pratique, mais pour le reste, en termes de nuisances sonores, c'est évidemment pas idéal. Deuxièmement, vous avez une périurbanisation qui est non contrôlée. Donc, encore aujourd'hui, on délivre des permis de bâtir dans les zones que l'on sait exposées au bruit des avions, en région flamande principalement, mais également aux marges de la région bruxelloise. Donc là, il y a vraiment une responsabilité
des régions et dans une certaine mesure des communes. Troisième élément fondamental, c'est un dossier qui est évidemment complexe et qui vient avec tout un jargon, quoi. Et donc, celles et ceux qui maîtrisent les aspects techniques et le jargon qui va avec, sont en mesure de manipuler les autres. Dans une réunion intercabinet, il faut une certaine dose de courage. Vous êtes représentant du Premier ministre ou d'un ou d'une vice-première ministre. Il faut une certaine dose de courage pour dire « Excusez-moi, mais je ne comprends rien à vos histoires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça avec des mots simples, etc. etc. » Parce que vous allez dire à tout le monde que tout représentant d'un vice-premier ou d'une vice-première, vous ne maîtrisez pas le dossier. C'est quand même pas facile à faire, j'imagine. Donc voilà. Mais par contre, ceux qui maîtrisent, là, ils peuvent tout contrôler. Et puis, troisième élément, en Belgique, on vit dans un pays où les quartiers centraux des villes sont des quartiers populaires et immigrés. Et donc, ce sont des quartiers pour lesquels la puissance publique n'a pas beaucoup de considération, sauf quand il y a des stratégies de gentrification, c'est-à-dire des stratégies de transformation sociale, où l'objectif est de remplacer les classes populaires par des classes moyennes, ou les classes moyennes par des classes favorisées. Ça, c'est les quatre éléments. Donc, en Belgique, c'est quelque chose aussi, je ne sais pas s'il y a des Français, des Italiens ou des Espagnols dans la salle, mais parfois les collègues étrangers ne comprennent pas qu'en Belgique, les pauvres vivent en ville et les riches vivent en banlieue. Donc, c'est vraiment le schéma inverse par rapport à la plupart des villes françaises, italiennes, espagnoles, etc. etc. D'ailleurs, quand il y a eu les attentats en France, et qu'on a très vite les attentats en Belgique, non, les attentats en France, qu'on a vite trouvé que les terroristes venaient de Molenbeek. Dans les journaux télévisés en France, on parlait de Molenbeek, commune de la banlieue bruxelloise, quoi. Il a fallu un petit moment. Ils ont dit des jeunes voyous qui peuvent venir que de banlieue. Ils n'avaient pas compris que c'était en ville, quoi. Il a fallu quelques semaines avant qu'ils réalisent que Molenbeek est en pleine ville. Donc pour vous dire que la structure sociale, la structure socio-spatiale des villes est très différente d'un pays à l'autre. Alors, l'aéroport mal localisé plus la périurbanisation non contrôlée, ça veut dire que les avions survolent principalement les banlieues aisées dans lesquelles on a les ressources pour protester. Parce que vous avez l'argent pour vous payer des avocats et vous avez le niveau d'éducation, le capital culturel qui va vous permettre de développer un discours intelligible, éventuellement malhonnête. Ça, comme faire les exemples que je montre ici. Mais vous allez en tout cas pouvoir développer un discours qui est intelligible, qui semble fondé et qui va être entendu par une partie du monde politique. A contrario, les quartiers populaires centraux, on ne s'y intéresse pas, je le répète, sauf quand c'est pour en changer la physionomie sociale. Et évidemment, les quartiers populaires centraux où on ne maîtrise pas bien la langue, où on n'a pas d'argent pour se payer des top avocats et où l'urgence du moment, c'est les enfants qui ont des difficultés à l'école, c'est le taux de chômage, c'est la recherche d'un emploi, c'est les problèmes de santé, etc. On a autre chose à faire que de protester contre les avions. Donc, le personnel politique, il va entendre des protestations qui viennent des quartiers favorisés aux marges de la ville et en périphérie, mais pas depuis les quartiers centraux. Et donc, dans les protestations qui émanent principalement des banlieues favorisées nord et est, il peut y avoir des manipulations de fait. Je ne dis pas que tout ce qui est produit comme discours est faux, mais il y a des cas où il y a manipulation des faits, et l'exemple type, me semble-t-il, donc il peut y avoir des manipulations qui sont préalables, donc, puisque le but, c'est d'influencer la décision. Donc, en fait, même la plupart des manipulations ici sont préalables à la décision politique, puisque le but, c'est d'obtenir des décisions politiques qui vous sont favorables. Et donc, l'exemple du qualitaire que je vous ai montré, c'est vraiment ça, c'est dire, on utilise une piste qui est dangereuse, n'utilisez pas, utilisez l'autre, et comme ça, on est débarrassé des avions. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ces manipulations, plus les protestations de manière générale qui viennent des quartiers favorisés de la périphérie, plus l'absence de protestation des quartiers centraux, mais ça génère
des accords politiques qui sont défavorables aux quartiers centraux de la ville, et donc les avions qui sont redirigés vers le centre-ville, comme ça a été le cas sous Watley et avant lui avec la route du Canal, et cela peut se faire en général dans une relative indifférence, puisqu'il y a peu ou pas de protestations dans les quartiers centraux populaires. Mais parfois, ça génère des crises. Ça a été le cas avec la route du Canal, ça a été le cas avec la 6e phase du plan Watley. Et dans ce cas-là, le personnel politique doit se justifier a posteriori. Et c'est à ce moment-là que vous avez des manipulations ex post, donc des manipulations après prise de décision pour justifier les décisions partiales, je dirais, qui ont été prises et qui favorisent tel ou tel quartier au détriment de tel autre. Alors, pour rebondir sur la question de la production d'ignorance, la complexité, le jargon et l'absence de préoccupation pour les quartiers centraux populaires, tout ça, ça génère de l'ignorance passive. Ça fait que quand on vous dit on a fait une nouvelle route qui intercepte le waypoint machin et la radiale d'un tel, en fait personne ne comprend rien et c'est bien normal. Et quand on dit telle route c'est la route du canal industriel, en fait personne ne va vérifier parce qu'en fait on s'en fout du canal. En tout cas à l'époque on s'en foutait du canal. Maintenant qu'il y a un plan massif de gentrification, c'est sans doute différent. Mais donc tout ça génère ce que Mathias Girel la semaine passée a appelé l'ignorance passive. Par contre, quand on manipule vraiment l'information et les faits de manière consciente et volontaire, là on produit ce que Mathias, la semaine passée, a appelé de l'ignorance active et qui est le mécanisme le plus classique. Et donc là, à part que c'est sans doute moins grave, mais c'est la même chose que l'industrie du tabac qui cache le fait que fumer tue, enfin que fumer donne le cancer en tout cas, et de ce fait tue. C'est les stratégies pour décrédibiliser les chercheurs qui s'intéressent au domaine, etc., etc. Il y a toute la palette de stratégies de l'ignorance active ont été sans doute mobilisées dans ce dossier. Et cette production d'ignorance à la fois active et passive, elle rend possible, elle rend plus facile en tout cas, les accords politiques qui sont défavorables aux quartiers centraux de la ville. Voilà, je vais juste en une seconde faire une petite conclusion corporatiste, si vous le permettez, pour vous dire que, indépendamment du sujet lui-même, comme je suppose la plupart d'entre vous ne sont pas géographes, j'espère vous avoir montré indirectement que la géographie contemporaine, c'est pas la discipline vieillotte qui est celle du Trivial Pursuit ou celle de la géographie que la plupart d'entre nous avons appris à l'école. Et donc la géographie, ça n'est pas comme cette planche scolaire, le monde, étudier par cœur le nom des rivières et le nom des fleuves. Non, la géographie, c'est une discipline éminemment stratégique qui est en fait aux mains des puissants avant tout. C'est ce que Yves Lacoste a montré dans son célèbre opuscule publié dans les années 70. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Les puissants, que ce soit les armées, les commerçants, disons les capitalistes et les pouvoirs étatiques ont très bien compris depuis longtemps que comprendre l'espace et maîtriser l'espace, c'est tout à fait stratégique. Et donc la géographie, c'est pas le nom des capitales. Et donc moi, j'ai renoncé à jouer au Trivial Pursuit ou autre, parce que comme géographe, personne ne sait quelle est la capitale de tel ou tel pays très lointain, mais voilà. Alors évidemment, les trois exemples que je vous ai montrés ici, moi le sujet, vous l'avez compris, me passionne, mais la concurrence est vraiment devenue très, 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 très rude. Et donc, évidemment, vous avez compris que l'ignorance, ça peut être des petits problèmes, on va dire, régionaux, comme c'est le cas ici avec le survol de Bruxelles, mais évidemment, aujourd'hui, ça a pris une ampleur tout à fait autre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et il y a un micro qui va circuler si vous avez des questions. Merci à vous.